L'hypothèse Gaïa, à mon avis, est une hypothèse à considérer, extrêmement crédible et bien documentée, mais elle n'explique pas tout. Il y a une pluralité d'origine dans le phénomène OVNI. C'est ce qui rend justement l'analyse d'autant plus complexe. On a un phénomène qui est transcendant, adaptatif et en plus à multiples origines. Donc, origine Gaïen, origine extraterrestre, origine extradimensionnelle, origine extradimensionnelle, c'est-à-dire des manifestations qui peuvent venir de différents niveaux de conscience, voire extradimensionnelle et extraterrestre en même temps. Donc, tout ça pour dire que notre réalité ne forme qu'une toute petite partie de la réalité globale du cosmos, et que le cosmos est rempli de vie, et puis effectivement, on se retrouve à l'intersection, au carrefour de ces différentes réalités. L'hypothèse que vous étudiez comme cause du phénomène OVNI, Gaïa, suppose l'ancienneté de celui-ci et le rattache aux sociétés archaïques. Votre point de vue suppose-t-il un lien entre les OVNI et les religions de nos ancêtres? Alors, c'est pas tout à fait exact. Je ne pense pas qu'on puisse affirmer que l'hypothèse Gaïa est issue des croyances des sociétés archaïques, puisque l'hypothèse Gaïa a été développée durant les années 70 ou 70 par des scientifiques dont James Lovelock. Donc c'est une société, je dirais que c'est un modèle, une hypothèse contemporaine, scientifique et validée par la communauté des scientifiques, effectivement. Par contre, un autre élément qui me semble important, c'est qu'effectivement les sociétés archaïques vouaient un culte à des figures matriarcales de type déesse-mère, et ce type de croyances ou de culte, on peut les retrouver dans la plupart des sociétés archaïques dans le monde entier. Donc ces figures maternelles étaient synonymes de fécondité, étaient synonymes également de mère nourricière. Donc on retrouve effectivement un lien entre les recherches des scientifiques actuels et les croyances de nos ancêtres dans le cadre de croyances plutôt païennes. Donc c'est un petit peu comme si les recherches scientifiques actuelles et contemporaines validaient ou s'inspiraient des croyances anciennes. Donc ça c'est un élément qu'il faut tenir à l'esprit. Ensuite, peut-être une autre chose à rajouter, c'est qu'effectivement il y a un lien entre peut-être l'émergence de cultes ou de croyances, voire de religions, ou même de sectes, et le phénomène OVNI. Alors j'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier est le livre hindou du Ramayana, où Sita a fait l'objet, donc Sita qui est l'épouse de Rama a fait l'objet d'un ravissement. Plus tard, on a dans l'Ancien Testament le récit d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel, où Ézéchiel aperçoit effectivement une espèce de char divin qui ressemble, on lit la description dans l'Ancien Testament, à ce qu'on pourrait imaginer comme étant un OVNI actuellement. Nous avons aussi la vision de Joseph Smith qui a donné lieu au mormonisme, donc à la religion des Mormons. Et puis le cas peut-être le plus connu est le cas de Fatima, donc de la danse du soleil en 1917, où au Portugal, des centaines, voire des milliers de témoins ont vu le soleil danser. Alors ça me fait justement, je vais justement partager avec vous un témoignage de l'époque, donc une personne qui s'appelle le docteur Almeida, qui se trouvait à Fatima ce jour de 1917, et voici ce qu'il a observé. Voici son témoignage. « Je pus voir le soleil semblable à un disque au bord net, lumineux et brillant. Le disque apparaissait comme un disque plat et poli qu'on aurait taillé dans la nacre d'une coquille. Ce disque tournait sur lui-même avec une vitesse impétueuse. » Donc, ce témoignage fait écho au témoignage d'OVNI contemporain, et en particulier au témoignage d'OVNI qu'on a eu durant les années 50, durant la vague française et italienne en 1954, où de nombreux témoins, qui se chiffrent par centaines, ont pu observer des disques
souvent tournant sur eux-mêmes à une vitesse très rapide et tombant en feuilles mortes de cette manière. Donc, ce témoignage, qui date de 1917, est un témoignage, je dirais, qui s'est inscrit dans un contexte religieux très révolutionnaire, puisque on était dans un climat, en tout cas dans un contexte de guerre. Mais, en fait, 40 ans plus tard, on trouve des témoignages qui sont absolument identiques et qui n'ont pas donné lieu à cette grille de lecture ou à cette interprétation plutôt religieuse d'un phénomène OVNI. Vous définissez le phénomène OVNI comme un moyen de communication qu'utiliserait la Terre ou son esprit pour susciter un changement de comportement de l'espèce humaine. Pourquoi très peu de personnes ont pu observer concrètement ce phénomène? Je ne pense pas qu'il y ait eu très peu de témoins d'OVNI. Les témoins d'OVNI se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Alors les statistiques nous disent les choses suivantes. C'est des statistiques faites par les ufologues, la recherche privée, mais aussi faites par des scientifiques, donc payés par les gouvernements dans le cadre de commissions d'enquête ou d'infrastructures étatiques mises, je dirais, en place pour étudier le phénomène OVNI, comme ça a été le cas aux États-Unis, dans certains pays d'Amérique du Sud ou encore actuellement en France. Que nous disent ces statistiques? C'est qu'environ 10% de la population a observé des phénomènes OVNI. D'accord? Donc nous sommes sur une planète, nous avons 7 milliards d'habitants, voire plus. Donc, ce qui fait, si je calcule bien, qu'il y a potentiellement 700 millions de témoins d'OVNI dans le monde. Après, si on prend d'autres statistiques, on sait que sur 10 comptes rendus d'OVNI, première chose, il y a environ 10% d'observations qui sont absolument irréductibles, c'est-à-dire qui correspondent à un réel phénomène OVNI qu'on ne peut pas expliquer. Le 90% d'observations d'OVNI relèvent de méprises. La plupart du temps, ce sont des méprises ou des canulars ou des hallucinations ou que sais-je. Donc même si je prends ces 700 millions et que je le ramène à 10%, j'aboutis à 70 millions de témoins dans le monde, ce qui est énorme. Donc ça c'est un premier point qui me semblait important de rectifier. Ensuite, pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui sont prédisposées à un changement vis-à-vis de l'écologie? Alors je ne pense pas que ce soit le cas non plus. On observe depuis une vingtaine d'années une prise de conscience, en tout cas dans les pays occidentaux, je dirais même au niveau planétaire, de l'importance de bien traiter notre planète. On n'a jamais autant parlé d'écologie. C'est un sujet s'est introduit dans le politique. C'est un sujet de discussion commun. Et c'est plus qu'un sujet, il est souvent suivi d'actes. On est tous à trier nos déchets. Ce sont des petits actes ou à contrôler notre consommation d'électricité. Alors, ces efforts sont faits, je dirais, au niveau individuel ou au niveau des citoyens, mais ces efforts sont aussi faits au niveau, je dirais, collectif. D'accord? Donc moi, je pense qu'avec un minimum d'instruction et d'éducation, les populations sont, je dirais, enclines à prendre des actions qui soient favorables à l'environnement. Mais mon opinion, ce sont souvent les élites qui ne sont pas favorables à ces changements. Alors, les raisons sont multiples. Ça peut être d'abord par un manque de courage politique, pour des considérations qui sont uniquement de croissance, donc un manque de courage politique. Soit elles sont soumises à des lobbies. On l'a vu aux États-Unis, par exemple, avec les accords de Kyoto n'ont pas été ratifiés par le gouvernement américain. On voit les puissances des lobbies, en particulier les lobbies, je dirais, pétroliers. Et ensuite, ce que j'observe, c'est que depuis une dizaine d'années, aussi bien les industriels, les multinationales que les politiques récupèrent la cause écologique pour s'en servir à des fins électoralistes. Donc, si vous voulez, la cause écologique est pervertie. Donc, il y a tous ces éléments-là qui me font dire que finalement, les populations sont favorables, les gouvernements le sont ou le sont pas selon les lobbies, selon leur agenda politique ou économique, mais en général,
effectivement, il y a des personnes qui sont prédisposées à un changement. Ça, c'est une évidence. Et quand elles ne le sont pas, de toute façon, c'est imposé. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle du phénomène OVNI dans ce changement? Est-ce que ce changement écologique est plutôt lié à la mise en place de politiques, est lié à une meilleure qualité d'information dans le public, est lié à une prise de conscience liée au zeitgeist, à l'esprit du temps? Une question qu'on peut se poser, mais je pense que le phénomène OVNI a eu un impact dans cette prise de conscience, et ce sont des éléments que je développe dans mes ouvrages, en particulier dans l'ouvrage OVNI, les agents du changement, puisque les OVNI sont des moyens pour Gaïa de nous rendre plus conscients de notre rôle sur Terre, puisque nous sommes l'espèce la plus évoluée, en tout cas en termes de conscience, puisque notre conscience nourrit la matrice gaïenne, mais aussi, je dirais, en termes d'actes, puisque nous sommes 7 milliards sur Terre, et nous sommes, je dirais, aux avant-postes de l'évolution et aussi aux avant-postes de la destinée de la planète, finalement. Avez-vous étudié le chamanisme et, si oui, avez-vous remarqué des similitudes entre témoignages de RR4 et les divers récits de voyages chamaniques? Alors j'ai avant tout noté une convergence, non pas dans les témoignages, mais dans l'impact du phénomène et dans, je dirais, le parcours de vie, autant du chaman que du témoin d'OVNI. D'accord? Donc on peut penser que la métamorphose des témoins actuels d'OVNI rappelle vraiment le parcours des chamans qu'on trouve dans les sociétés traditionnelles. Donc dans les sociétés traditionnelles, le chaman, effectivement, souvent il vit ou il survit la plupart du temps à un événement soudain. Donc ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un rêve initiatique. Il est donc contacté par une force surnaturelle. Et c'est à partir de ce contact qu'il y a un processus de transformation personnelle. Alors ce processus est très douloureux, puisqu'il y a une mort qui s'effectue, donc c'est une mort au niveau psychique et symbolique, une sorte de mort métaphysique, où, si vous voulez, le témoin perd son identité et réintègre une nouvelle identité avec de nouvelles valeurs. D'accord? Donc il a un long travail, je dirais, d'intégration à faire qui est douloureux, d'accord. Bon, c'est un petit peu l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est un travail de souffrance, d'abandon de ses croyances, d'abandon de ses valeurs, d'abandon de ses habitudes de vie, de sa perception du monde, pour embrasser des valeurs qui sont souvent plus nobles, une conception du monde qui est souvent plus riche et qui est plus holistique. Donc c'est ce que vit le chaman, et le chaman, une fois qu'il a, je dirais, terminé cette intégration, il met donc sa nouvelle identité, ses nouvelles valeurs au service de la communauté. Donc cette transformation sont transformées en paroles qui sont suivies d'actes favorables à la communauté. Donc c'est ce qu'on retrouve chez les témoins, alors que ce soit les témoins de simple observation d'OVNI, de rencontres rapprochées du premier type, jusqu'à des témoins qu'on appelle les abductees, donc ceux qui prétendent être enlevés par les extraterrestres, donc dans le cadre de rencontres rapprochées du quatrième type, donc qui effectivement racontent exactement la même chose que les chamans, c'est-à-dire qu'ils ont eu donc cet incident, par exemple, d'observation d'OVNI, qu'ils ont choqué, qui ont remis en question, qui ont remis en cause leur croyance sur le fonctionnement du monde, sur notre place dans l'univers, sur le fonctionnement des institutions. On dit, bah tiens, on m'a toujours dit que les OVNI n'existaient pas dans l'immédiat, et qu'est-ce que j'ai observé? Bah finalement, oui, c'est vrai. Oui, j'en ai fait l'expérience empiriquement, ce que j'ai vu, je crois ce que je vois. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire sur nos institutions? Est-ce que nos institutions sont fiables? Peut-on encore leur faire confiance? Pour qui travaillent-elles finalement? Pourquoi ces mensonges? Donc il y a toutes ces questions qui peuvent se poser. Là, je parlais uniquement dans un cadre, un rapport avec une institution qu'on appelle le quatrième pouvoir, les médias, mais ces mêmes questions peuvent se poser par rapport à l'armée, par rapport à nos politiques, par rapport à nos politiques énergétiques. On voit des objets volants non identifiés
faire des virages en angle droit dans le ciel, la question qui se pose c'est, eh ben, tiens, si on avait cette technologie et ces moyens de propulsion qui semblent relever d'une énergie propre, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire bénéficier à toute l'humanité? Donc il y a une observation d'OVNI où un prétendu enlèvement par des prétendus extraterrestres soulève une sorte de question, hein, il est évident. Alors, certaines personnes évacuent l'observation, le refoulent, font un déni, et d'autres personnes, effectivement, ça les bouleverse. Il y a une remise en question qui est faite, et cette remise en question passe par un cheminement assez douloureux de remise en question, mais finalement, ça aboutit, la plupart du temps, à une intégration de nouvelles valeurs, qui sont des nouvelles valeurs qui sont positives, alors qu'ils sont souvent à connotation sociale, mais qui peuvent être aussi à connotation plutôt écologique. Donc l'idée, c'est une idée d'entraide, c'est une idée de considérer le vivant comme un tout, une approche holistique de notre rapport aux autres, et on voit donc, par exemple, des témoins devenir végétariens. On voit des témoins, par exemple, changer d'activité professionnelle pour mettre leurs compétences au service de la communauté, dans le domaine de la santé ou du soin. Donc ça, ce sont des éléments qui sont vraiment, qu'on peut mettre en perspective avec les traditions chamaniques ancestrales. Donc on peut dire que le voyage que fait le chaman et la personne qui se dit être victime d'enlèvement extraterrestre, en fait, font partie du même processus. Et puis tous deux, chaman et témoins d'OVNI, révèlent finalement des alternatives de vie. Voilà. Dernier élément que je vois, c'est autant le chaman que le témoin d'OVNI développent, suite à leur observation, respectivement observation pour le témoin et événements soudains traumatiques pour le chaman, ça peut être un accident ou une maladie, des dons psy, donc développer des dons de clairvoyance, des pouvoirs psychiques, la capacité justement à voir l'avenir, et aussi des pouvoirs de guérisseur psychique. Donc, tout ça est relié et je pense qu'on peut dire avec une certaine confidence que nos témoins d'OVNI actuels sont issus d'une sorte de néo-chamanisme qui renvoie à la tradition chamanique qu'on trouve dans les sociétés traditionnelles, que ce soit en Asie, en Sibérie ou en Amérique du Sud par exemple. Pourquoi communiquer avec les peuples du Moyen-Âge sous forme d'élémentaux? Où est le message écologique dans tout cela et quel en était l'intérêt à une époque où aucune énergie fossile n'existait? Je crois qu'il est important d'abord de définir ce qu'on entend par le petit peuple. Le petit peuple regroupe tous, je dirais, les êtres qu'on dit actuellement fantastiques, qui appartiennent aux 4 éléments que l'on trouve sur Terre et qui, je dirais, peuplaient, on va dire, l'imaginaire ou les croyances de nos ancêtres il y a encore 2 ou 3 siècles. Ce que j'ai développé dans mon ouvrage, c'est développer donc un parallélisme entre ce petit peuple et nos ovnis et nos extraterrestres, entre guillemets, actuels. Donc l'idée était de montrer qu'il y a de forts parallèles, une forte convergence entre ces 2 phénomènes, petit peuple et extraterrestre ou ovni. Alors j'ai appelé ceci les invariants. C'est la signature, si on veut, psychologique de ces phénomènes. Et ces invariants donc, sont de plusieurs ordres. C'est d'abord les effets sur les témoins, que ce soit nos ancêtres il y a 3 siècles ou nos témoins actuels. C'est donc les effets, j'ai dit, c'est aussi les effets sur l'environnement, et ce sont aussi les objectifs avoués tant par le petit peuple que par nos visiteurs actuels. Je vais prendre un exemple. L'exemple peut-être qui est le plus frappant, c'est celui de ce qu'on appelle le temps manquant, le missing time. Donc, actuellement, nous savons que les témoins d'OVNI peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle des temps manquants, c'est-à-dire que par exemple, il est 9h du matin, le témoin observe un OVNI, et tout à coup, il reprend conscience qu'à midi, 3 heures ont disparu de son emploi du temps et il ne s'explique pas où et comment ont disparu ces 3 heures.
Donc on retrouve exactement les mêmes effets lors des apparitions de fées, par exemple, qui appartiennent à la catégorie des petits peuples, où les fées des années 1700 à 1800 faisaient disparaître du temps auprès des témoins. Et cette disparition de temps s'inscrivait dans l'enlèvement de ses propres témoins. Ses propres témoins disparaissaient, comme on disait, au pays des fées. Qu'apprend-on avec nos témoins contemporains? C'est qu'effectivement, sous hypnose, ou dans quelques cas sans hypnose, qu'est-ce que racontent ces témoins contemporains? C'est que durant ce temps manquant, ils ont, eux aussi, fait l'objet d'un enlèvement et, racontent-ils, ils se sont trouvés à bord d'un ovni pour subir souvent des expériences d'ordre génétique. Que trouve-t-on, qu'apprend-on en lisant les livres qui traitent des faits, des livres donc sérieux, écrits à l'époque, pas les contes de Grimm? Et bien effectivement, les faits disaient quoi? Elles disaient: nous enlevons des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes pour extraire du matériel génétique. Donc on trouve une parfaite convergence entre ces deux phénomènes. Donc, ceci dit, il est important de comprendre que l'intelligence qui produit ces manifestations, autant les faits que les ovnis, s'adapte au zeitgeist, s'adapte à nos croyances, s'adapte à nos représentations, s'adapte à nos technologies. Et dans ma conception des choses, le petit peuple se rapproche, je dirais de manière très importante, de la forme originelle de l'intelligence gaïenne, de l'intelligence qui produit ces phénomènes, puisque nous savons que, je dirais, c'est, comme je l'ai expliqué en préambule, ce petit peuple est composé en fait de différentes entités qui protègent certains éléments, donc la terre, le feu, l'air, l'eau. Alors c'est pour ça qu'on appelle ceci des élémentaux. Donc les élémentaux, pour moi, ce sont effectivement les véritables esprits de la nature, ce sont les gardiens de la nature, tels que mentionnés par exemple par Platon, Pythagore ou Paracelse. Donc ils représentent eux les principes de vie à l'état brut, à l'état pur, et ils composent vraiment la part spirituelle de la Terre. Donc je vais lire un passage ici de Helena Blavatsky, qui parlait des élémentaux. Alors que disait-elle? Elle disait: les élémentaux existent et peuvent vivre dans l'éther, mais ils peuvent le saisir et le diriger pour la production d'effets physiques. Ils peuvent faire prendre la forme qui leur plaît, en prenant pour modèle les portraits qu'ils voient gravés dans la mémoire des personnes présentes. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le cadre des apparitions d'OVNI, une adaptation du phénomène aux croyances et aux représentations, soit individuelles, soit collectives. Donc il y a cette idée de matérialisation, il y a cette idée de adaptation formelle du phénomène. Donc ni les faits, ni les ovnis actuels représentent la véritable intelligence gaïenne, ne sont que des vitrines historiques de ce phénomène, que des masques, si on veut, mais, et ça c'est important de comprendre, les élémentaux représentent peut-être la forme qui est la plus pure et qui nous rapproche le plus de cette intelligence gaïenne, en tout cas au niveau, si on veut, au niveau de sa substance. Alors, pour répondre à la question, la conscience gaïenne communique effectivement au travers de ces invariants, qu'il y ait problème écologique ou non. On peut difficilement prendre ces histoires, que ce soit des histoires de faits ou que ce soit des histoires d'enlèvement extraterrestre, au premier degré. C'est impossible. Tout simplement parce que ça ne tient pas debout.
pour les comprendre et en extraire le substrat, la substance, on est obligé d'appliquer une grille de lecture qui est symbolique de ces phénomènes et comprendre qu'ils délivrent des messages. Alors oui, les messages actuels sont d'ordre écologique. Alors ils le sont parce que les entités parlent d'écologie et parce que le symbole est éminemment écologique, mais effectivement, à l'époque des faits, la pollution produite par l'être humain était quasiment nulle. Mais je reste persuadé que ce mode d'interaction à travers les invariants est une manière pour Gaïa de nous faire comprendre son appartenance à sa matrice, à son fonctionnement. Donc c'est sa manière à elle d'interagir avec nous, qui n'est pas forcément faite de souffrance et de misère, mais qui est faite d'un mode d'interaction, je dirais, éminemment symbolique. Après, je fais remarquer une chose, c'est que ces récits qu'on trouve dans le passé, hein, effectivement, à l'époque victorienne par exemple, sont, je dirais, quand même assez rares. On trouve beaucoup plus de récits d'OVNI que de récits d'enlèvement par des faits. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela, mais une des raisons, c'est que le phénomène OVNI a intensifié ses apparitions et a intensifié ses manifestations et ses interventions d'ordre physique et symbolique depuis qu'on a commencé à souiller l'environnement, et ceci a commencé durant la révolution industrielle. Donc on a eu la première vague d'OVNI importante en 1897 aux États-Unis, qui a commencé donc en Californie, avec ce qu'on appelait la vague des dirigeables fantômes. Et puis donc ça a continué en 1907 en Angleterre, en Australie, on a eu la vague des fusées fantômes, des avions fantômes en 1934 en Scandinavie, en 1946 en Scandinavie, puis la vague de soucoupes volantes qui a commencé en 1947 aux États-Unis jusqu'à nos jours, où le phénomène OVNI n'a fait que s'adapter à nos croyances, à nos interprétations. Donc un phénomène OVNI qui est très au courant de ce qui se passe finalement dans nos têtes et de nos réalisations technologiques. Donc un phénomène OVNI très proche de nous, finalement. Donc, encore une fois, nous avons une adaptation qui va de la fée à notre triangle volant actuel, grosse structure ovnienne qui survole donc nos têtes. Mais que constate-t-on aujourd'hui? Une diminution assez conséquente des observations d'OVNI partout dans le monde. Avez-vous pourtant l'impression de vivre dans un monde plus sûr? Il y a une chose qui est très importante, si on veut comprendre le phénomène OVNI, c'est s'intéresser au nucléaire. Il y a deux choses à comprendre. La conscience et le nucléaire. Alors là, je vais parler du nucléaire. D'abord, le phénomène OVNI procède par vague. C'est-à-dire par vague qu'il apparaît dans une zone délimitée pendant une certaine période de temps, commence brutalement un certain jour, souvent se déplace dans une zone qui est bien délimitée et s'arrête brutalement un autre jour. C'est ce qu'on appelle une vague d'OVNI. Donc les vagues d'OVNI ont commencé à être étudiées, répertoriées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La première vague s'est déroulée en 1947. Il a commencé fin du printemps et début de l'été 1947. Et s'en est suivi toute une série de vagues jusqu'à peu près le début des années 90. Donc des analyses ont été faites sur ces vagues, et ce qu'ont fait d'autres chercheurs et moi-même, c'est que nous avons mis en corrélation le nombre d'essais nucléaires avec le nombre d'apparitions d'OVNI durant ces vagues, et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que cette corrélation est forte et positive. Donc, plus il y a d'essais nucléaires, plus il y a d'apparitions d'OVNI. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette corrélation se décline temporellement. Donc, il y a un essai atomique, c'est suivi dans
99% des cas, par des apparitions d'OVNI. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque c'est pas uniquement le fait, c'est pas uniquement dû au nombre d'essais, mais c'est dû à l'énergie déployée par chaque essai atomique, ce qu'on appelle le mégatonnage, donc l'énergie libérée par l'explosion atomique. Donc plus l'énergie libérée est forte lors d'un essai, et plus il y a d'apparitions d'OVNI en principe ou en général dans la région même où ont eu lieu les essais. C'est pour ça que nous avons aussi des concentrations d'apparitions d'OVNI à certains endroits du globe. Donc il y a une corrélation déjà, je dirais, qui se décline dans le temps. Mais ensuite, il y a une corrélation qui est géographique, puisque d'autres études ont montré que lors des essais qui avaient lieu encore au-dessus du plancher des vaches, il faut savoir que les essais donc, ont commencé en 1945 aux États-Unis par exemple, jusqu'à, je crois, la fin des années 60, eh bien, les apparitions d'OVNI suivaient le sillage des nuages radioactifs. Hein. Donc, en général, les explosions avaient lieu au Nevada Proving Ground, dans le Midwest américain. Puis au gré des vents, ensuite, les nuages radioactifs se dispersaient, donc soit en direction du Pacifique, soit en direction de l'intérieur des terres aux États-Unis. Et dans les heures ou dans les jours qui suivirent donc ce déplacement de nuages, des pilotes, des militaires, des témoins civils ont pu observer des phénomènes ovnis. Donc une corrélation temporelle, mais une corrélation aussi géographique à cause de ces nuages. Voilà. Je vais encore peut-être mentionner une chose ou deux, c'est que le nombre d'apparitions d'OVNI est aussi lié au stockage, au nombre d'ogives nucléaires stockées sur les sites nucléaires. Pour donner un exemple, la plus grande vague d'OVNI a eu lieu en septembre 1954 en France et en Italie. Et c'est justement ce mois-ci et cette année-là que les premières ogives nucléaires ont été stockées en Europe. Et elles ont été stockées en Angleterre, dans le cadre de l'OTAN, par les Américains. On trouve une corrélation qui est très forte. Et il y a un deuxième élément qui est très important, c'est que le stock d'ogives nucléaires détenu par les Américains était le plus élevé durant les années 66-67. Et à cette période-ci, il y a eu de grandes vagues d'OVNI au-dessus des États-Unis et des interventions d'OVNI au-dessus des sites d'ogives nucléaires, aussi au-dessus des sites des rampes de lancement des missiles intercontinentaux. Donc on a des dizaines de témoignages de militaires entrant à la retraite qui témoignent d'interventions d'OVNI sur ces ogives. Alors j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer un de ces officiers, Monsieur Robert Salas, qui a, lui, justement, un soir de mars 1967, était témoin d'une apparition d'OVNI au-dessus des silos nucléaires et des missiles qu'il commandait, et il a pu constater la désactivation de 10 missiles nucléaires en 10 secondes, alors qu'il était au contrôle de ces missiles. Donc il y a une implication très importante et très évidente pour la sécurité nationale, puisque nous savons que le nucléaire relève de la sécurité nationale, et d'autant plus dans une période extrêmement tendue de guerre froide. Hein. Donc ça c'est un élément aussi important, le stockage nucléaire. Ensuite, pour répondre à la question, alors je ne pense pas qu'on vive dans un monde plus sûr actuellement, pour les raisons suivantes. Malgré les accords SALT qui ont été signés par les États-Unis et la Russie, le stock d'ogives nucléaires reste important et le risque de prolifération nucléaire a augmenté. Donc pour moi, le risque est toujours très élevé en raison du nucléaire. On ne vit pas dans un monde plus sûr en raison justement de ce problème de prolifération nucléaire. Ensuite, deuxième chose, il y a un risque d'effondrement, je dirais, économique, donc qui est lié à la situation que nous connaissons actuellement, mais qui est lié aussi à la raréfaction des ressources naturelles, source de conflits.
ceci ne m'autorise pas à être très optimiste pour les années à venir et les décennies à venir. À moins de changer nos modes de vie et notre façon de penser la croissance, par exemple, je crois qu'on s'achemine vers des troubles importants, guerre civile ou conflit entre États. Mais ensuite, je constate une chose, c'est que les essais nucléaires ont quasiment arrêté à la fin des années 80, début des années 90, et c'est à cette période-ci que les apparitions d'OVNI ont drastiquement chuté. Donc le lien à nouveau entre OVNI et nucléaire est tout à fait vérifié et corrélé. On a une réaction du phénomène OVNI qui est quasiment, je dirais, pavlovienne aux essais. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que ce n'est pas tant les risques potentiels qui sont à l'origine des apparitions d'OVNI, mais c'est vraiment les essais atomiques effectifs provoqués, qui se passent, qui provoquent les phénomènes OVNI, et c'est ce qui a donné lieu, justement, comme je l'ai expliqué dans mon deuxième livre, OVNI, le secret des secrets, à une étude secrète en 1957-58, organisée par le Dr Vannevar Bush et Lloyd Berkner, qui ont mis en place une étude clandestine pour étudier le phénomène OVNI, après s'être bien assuré d'avoir fait des essais nucléaires, je dirais, suffisants pour provoquer ces apparitions d'OVNI. Il faut savoir qu'en 1957, ont eu lieu les essais presque les plus importants par l'armée de l'air américaine, par l'armée de terre d'ailleurs. Et ça donnait lieu donc à la mise en place d'un important dispositif d'observation sur l'échelle de la Terre, caché ou je dirais légitimé par un projet écran, mais qui a aussi apporté ses fruits, qui était l'année géophysique internationale, où plus d'une soixantaine de nations se sont mises ensemble pour étudier les propriétés géophysiques de la Terre. C'est à cette époque qu'on a lancé aussi les premiers satellites. On se souvient tous du Sputnik, par exemple. Mais en parallèle, je dirais les scientifiques et surtout les scientifiques militaires en ont profité pour analyser la dispersion, la propagation d'une vague d'OVNI et une distribution du phénomène OVNI à travers le globe, avec des instruments scientifiques de pointe pour l'époque. Et tous ces rapports d'information sont arrivés directement au Conseil national de sécurité, à certains groupements qui répondaient directement au pouvoir exécutif chez Eisenhower, qui était président à l'époque. Voilà. Donc, non, on ne vit pas dans un monde plus sûr. Oui, le phénomène OVNI a drastiquement baissé d'intensité. Et pour finir, oui, le phénomène OVNI est intimement lié au nucléaire par un réflexe qui est quasiment pavlovien. Pourquoi Gaïa n'influence-t-elle pas l'esprit de dirigeants plutôt que de se concentrer sur des individus lambda qui n'auront aucun impact dans la transmission de leur message à portée écologique? Alors cette situation n'est pas réellement nouvelle. Déjà à l'époque des faits, seuls les individus dits doués de seconde vue étaient concernés par ces phénomènes. Alors je vais vous lire le témoignage ici donc d'une femme du pays de Galles, qui était donné un témoignage qui date d'il y a 150-200 ans, qui disait « Seuls quelques privilégiés peuvent voir les faits et interagir avec elles, mais il est difficile de les faire parler sur ce sujet. » Donc, on a de nouveau l'impression que le phénomène OVNI, je dirais, est très picky, on dirait en anglais, très choisi vraiment avec sur peut-être des critères qui nous échappent, les témoins qui seront l'objet en fait, de leur attention. Donc, tout ça pour dire que les conditions qui permettent le contact répondent vraiment à des règles bien précises. Alors, on commence à les identifier, à les comprendre. Alors d'abord, il y a les états altérés de conscience, puisque les chamans nous apprennent qu'il est tout à fait possible de voyager sur d'autres plans de réalité et de contacter des êtres qui se trouvent sur d'autres plans de conscience et d'autres plans de réalité à travers les états altérés de conscience. Et les recherches qui sont faites, par exemple avec la DMT, diméthyltryptamine, vont également dans ce sens. Ce sont des recherches qui sont scientifiques. Il y a aussi effectivement certains types de personnalités qui sont plus enclines
à entrer en contact avec des réalités alternatives. Donc les recherches qui ont été faites en psychologie, par exemple par le docteur Kenneth Ring à l'université du Connecticut, vont dans ce sens. Le docteur Kenneth Ring a, je dirais, autant interviewé des personnes qui se disent avoir fait des contacts avec des entités extraterrestres que des personnes qui ont fait des sorties hors du corps. Il arrive à la conclusion que ces deux personnes finalement ont le même type de personnalité qu'il a surnommé Encounter Prone Personality, donc des personnalités qui sont sujettes aux rencontres, si on veut. Et qu'est-ce qu'il a dit sur ces personnalités? C'est que ce sont souvent des sujets qui sont plus facilement capables de dissociation. Donc la dissociation est un mécanisme de défense qui permet de fractionner l'ego et de rentrer plus facilement, si on veut, dans son monde intérieur pour échapper à des traumas, ou des événements extérieurs dommageables. Donc ce type de personnalité qui serait plus facilement mise en contact avec le phénomène OVNI. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que les dirigeants n'ont pas été en prise avec le phénomène OVNI, tant sur le plan dirigeant politique qu'économique. Donc sur un plan politique, je vais vous citer un cas qui est relativement récent. Donc c'est le cas du gouverneur de la République russe de Kalmoukie. Son nom est Kirsan Ilyumizhnov, qui en avril 2010 donc, a affirmé qu'en 1997 ou 97, il a fait l'objet d'un enlèvement par un OVNI. Donc son témoignage a été donné en direct sur la télévision, la chaîne de télévision russe Channel One, le TF1 ou France 1, l'équivalent de TF1 ou France 1 en Russie, et son enlèvement a été, appuyé par 3 témoins, un ministre, son chauffeur et son assistante. Je vais aussi ajouter que ce gouverneur a ses accès auprès de Vladimir Poutine, donc c'est un proche de Vladimir Poutine, donc on est déjà très proche du pouvoir, que ce témoignage était autorisé par Vladimir Poutine, puisqu'on sait que Vladimir Poutine contrôle de main de fer les médias, l'ensemble des institutions bien sûr, mais en particulier les médias. Donc il l'a autorisé ce témoignage. Donc on a, je dirais, une bénédiction du pouvoir exécutif. Et je veux peut-être ajouter une dernière chose, c'est que ce gouverneur est également président de la Fédération mondiale d'échecs. Donc c'est quelqu'un qui a déjà un certain pouvoir. Deuxième cas qui me vient en tête, au niveau économique, on a le cas de Joe Farmage. Alors, Joe Farmage, c'est un entrepreneur de la Silicon Valley qui, je crois que c'était en 1995, a témoigné de la rencontre qu'il a eue avec une entité dans le cadre d'un bedroom visitor. Il devait réveiller le matin et il s'est retrouvé avec une entité en face de lui qui lui a, je crois, poussé une boule de lumière sur son corps qu'il a intégré, et puis un petit peu à l'image d'un chaman, il a revu sa façon de voir les choses, etc. Donc, c'était pas un petit player au sein des Silicon Valley, et c'était un employeur économique, puisque son entreprise pesait plus de 2 milliards de dollars, il employait plus de 2000 collaborateurs, et effectivement, suite à cette rencontre, il a décidé de se consacrer intégralement à la recherche de ce qu'il appelait la vérité. Il s'est posé beaucoup de questions sur son rapport au monde, sur le phénomène OVNI, etc. Et il s'est auto-démis de ses fonctions au sein du conseil d'administration pour mener à bien, je dirais, sa nouvelle vie. Donc, on a quand même des gens de pouvoir qui sont contactés. Dernier élément, on a des gens de pouvoir qui ne le sont pas. Je vais prendre l'exemple de Bill Clinton, par exemple, qui, une fois qu'il est rentré en fonction, à peu près à la même époque que l'histoire de Joe Farmage, il s'intéresse aussi aux OVNI, tout comme Jimmy Carter à l'époque et Ronald Reagan.
Et il a approché le numéro 2 du département de la justice et il lui a demandé, écoute, j'aimerais bien que tu répondes à ces deux questions. J'aimerais savoir qui a tué Kennedy et j'aimerais savoir si le crash de Roswell, donc ce crash d'OVNI qui aurait eu lieu en 1947, ce qu'il y a derrière et si c'est vrai. Et cette personne est allée faire ses devoirs, il est revenu et a dit à Clinton, on ne donne pas accès à ces informations, ça reste extrêmement secret. Donc, tout ça pour dire que même si les dirigeants sont, je dirais, contactés directement par le phénomène, qui nous dit qu'ils vont délivrer les informations et qui nous dit qu'on va les laisser le faire surtout. On parle beaucoup de divulgation. Des présidents aux États-Unis ont essayé d'en savoir plus pour leur propre chef à titre personnel. On leur a donné une fin de non-recevoir et Clinton n'est pas le seul. Donc il semblerait que le phénomène OVNI soit vraiment géré, je dirais, en sous-main par ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre, le gouvernement secret, donc qui en gros relève du complexe militaro-industriel. Et puis donc, même si le phénomène OVNI s'adresse aux dirigeants officiels, je ne pense pas que ça serait suffisant pour lever le voile sur ces apparitions, mais encore faudrait-il qu'il s'adresse aux bonnes personnes. Et je pense donc à ces CEO de sociétés multinationales actives dans le cadre du complexe militaro-industriel. Donc on parle du complexe de l'armement, de l'armement effectivement, de l'aéronautique, mais aussi du pétrochimique, de l'agroalimentaire, du pharmaceutique, puisque ce sont eux, maintenant on le sait, qui contrôlent réellement le monde finalement. Les présidents en fonction n'étant que des acteurs qui jouent un rôle et qui sont, je dirais, au pouvoir, du pouvoir occulte. Donc, encore faut-il savoir à qui s'adresser. Si Gaïa a la capacité d'influencer l'espace-temps, pourquoi ne pas simplement se manifester de manière concrète, entre guillemets, sous une entité identique à plusieurs personnes simultanément dans le monde? Alors vous mettez là le doigt sur une dimension importante du phénomène OVNI, c'est sa propension à la tromperie. Alors je vais peut-être prendre deux exemples. Le premier exemple est celui des MIB. C'est l'un des épiphénomènes du phénomène OVNI où ressort le plus cette dimension d'absurde, puisque les MIB, déjà dans leur comportement qui est extrêmement, je dirais, loufoque ou incohérent, et aussi le fait que les menaces qui sont proférées par ces entités ne sont jamais suivies de mesures de coercition ou, je dirais, de représailles. Donc, tant le comportement où les MIB se fardent comme des travestis, tiennent des discours incohérents, ou, je dirais, ne mettent pas à exécution leurs menaces, en fait, font perdre toute crédibilité à ces manifestations. Le deuxième aspect qui me vient à l'esprit, c'est également aussi les discours qui sont tenus par les entités ou les occupants d'OVNI, qui, eux aussi, disent venir de certains endroits ou planètes ou dimensions, et tiennent aussi des discours prophétiques sur, je dirais, leur objectif, leur mission, ou sur leur origine, qui sont absolument incohérents et absurdes. Donc c'est ce que les ufologues appellent le festival d'absurdité, et tout bon ufologue qui a analysé ces manifestations arrive à cette conclusion que le phénomène nie sa propre existence, est absurde par nature. Donc je vais juste prendre en fait quelques réflexions qui tiennent dans mon livre OVNI, les agents du changement, sur ce sujet. Alors, on prend par exemple la vague de 1954, qui est la plus grande vague connue en Europe, puisqu'une vague d'OVNI, sur plusieurs semaines, a frappé tant l'Italie que la France, mais principalement la France, avec des milliers d'observations et des centaines aussi d'atterrissages où des individus, des citoyens ont observé de bonne foi des atterrissages de sites, soucoupes volantes et d'occupants.
Donc voilà ce que dit Jean Sider, qui a consacré un ouvrage à ce sujet, qui est un expert de la vague de 1954. Il arrive à cette conclusion, donc je vais la lire. Dans cette succession de scènes tragicomiques où l'incohérence et l'aberration côtoient le grotesque et le clownesque, tout n'est que parodie, simulacre, grossier, médiocre, ersatz, dérisoire, imitation, même si, en filigrane, l'étrange et le prodige sont constamment présents au sein de cette fantasmagorie. Et là, je continue en disant que le discours des MIB est d'une banalité, d'une pauvreté affligeante. Les informations délivrées par les occupants d'OVNI sont d'une platitude et d'un registre tout aussi navrant. Alors, j'ai donné un autre exemple, c'est le cas d'un chasseur qui s'appelle Hickton. Alors, lui, le 25 octobre 1974, part chasser l'élan dans une forêt du Wyoming, aux États-Unis. Et là, il se retrouve soudainement en face d'un monstrueux humanoïde qui s'exprime en anglais. Alors, il lui dit « Comment allez-vous » Le chasseur lui répond « Pas mal ». L'humanoïde lui rétorque « Avez-vous faim ?» Et avant de faire jaillir, tel un prestidigitateur, une petite boîte qui plane en direction du chasseur, Hickton l'attrape, l'ouvre et avale une pilule ronde. « Voulez-vous venir avec nous ?» demande ensuite l'extraterrestre, qui lui désigne un gros objet cubique non loin de là, qui était en fait l'OVNI. Une aimable invitation qui sonne comme une ignoble injonction, puisqu'Hickton est aussitôt paralysé et transporté contre son gré à l'intérieur de l'engin. Donc mon observation est celle-ci, c'est que à la banalité du discours et de la conversation s'ajoute aussi une absurde contradiction. L'humanoïde laisse le choix au chasseur d'embarquer ou non dans l'OVNI, mais pour finalement l'y contraindre sans attendre la réponse. Eh bien, les MIB procèdent de la même manière dans le cadre de leurs menaces. Ils créent l'illusion du libre arbitre, alors qu'ils auraient les moyens de contrôler leurs victimes à leur guise. En d'autres termes, les MIB pourraient, s'ils le voulaient, supprimer toutes les informations gênantes. Or, ils ne le font pas. Ils ne mettent pas davantage les menaces à exécution qu'ils n'empêchent efficacement la circulation de l'information illicite qu'ils cherchent justement à supprimer. Donc, ce qui semble montrer que la suppression d'informations n'est que le prétexte à une mise en scène répétant, sans relâche, le même scénario, les mêmes invariants. Et c'est ce qui fait lire également à Jacques Vallée, et peut-être un des ufologues les plus connus, les plus reconnus, que le phénomène OVNI nous laisse des indices qui semblent encore plus absurdes que les récits des témoins, ce qui est parfaitement exaspérant. Le phénomène nie sa propre existence, il permet des constatations et démontre des principes dans lesquels une partie des informations est vraie et l'autre fausse. Donc tout ceci fait dire aux chercheurs que le phénomène OVNI peut être un phénomène je dirais à dimension manipulatoire. Donc c'est ce que pense par exemple un ufologue comme Jean Sider. Il dit que les fausses identités, les informations mensongères constituent la base fondamentale de leur contact avec les êtres humains. On a d'autres chercheurs comme John Keel qui lui également pense que les témoins ne sont pas des initiateurs des supercheries, mais plutôt les victimes de celles-ci. Les buts apparents de toutes ces fausses informations sont multiples: créer la confusion, la diversion et détourner de la vraie nature du phénomène, etc. Bertrand Meuse, sociologue, ethnologue, arrive également aux mêmes conclusions quand il dit que les occupants d'OVNI franchissent des années-lumière, mais c'est pour mieux énoncer aux humains des banalités, voire pour proférer des mensonges. Donc effectivement, je crois qu'il y a un consensus autour des ufologues sérieux sur l'absurdité du phénomène. Certains de ces ufologues interprètent cette absurdité par, je dirais, une volonté de dissimulation ou de mensonge. Donc certains voient une origine démoniaque au phénomène, comme John Keel ou Jean Sider par exemple. D'autres, les sociopsychologues, évacuent la question en, je dirais, en affublant une origine psychosociale à ces phénomènes. Et pour ma part, cette absurdité, eh bien, je la mets sur le compte en fait, d'une mauvaise grille de lecture, puisque la plupart des ufologues prennent ces récits au premier degré, alors qu'une grille de lecture, je dirais, qui prend de la hauteur, permettrait, si on veut, à travers une grille de lecture symbolique, de mieux comprendre le phénomène OVNI. Donc en fait, prendre les faits tels quels ne mène à rien, puisque le phénomène OVNI est un phénomène qui est avant tout réflectif, hein, qui puise, je dirais, dans une base de données universelle sur nos connaissances, nos consciences, notre rapport au savoir, pour se manifester
d'une manière qui soit compréhensible. Alors, il y a un générateur et un test qui s'adaptent pour communiquer avec nous, mais ne communiquent pas au premier degré. C'est pour ça que ces récits et ces manifestations semblent absurdes. C'est parce qu'elle communique d'une manière qui est complètement transcendantale. Donc, le phénomène ovni nous transcende, comme le disait le philosophe Louis Michel. Donc une transcendance, c'est pour ça qu'on ne le comprend pas, et puis les ufologues qui cherchent à donner du sens à ces récits n'y arrivent pas, puisqu'ils appliquent une lecture, je dirais, pied à la lettre du phénomène, alors qu'il faudrait prendre de la hauteur, donc c'est dans la lecture de ces récits, et appliquer une grille de lecture qui est plutôt symbolique, comme je le fais dans mon ouvrage OVNI, les agents du changement, et j'explique bien que cette communication du phénomène OVNI à notre rencontre est symbolique, puisque c'est à travers le symbole qu'on communique le mieux. Je dirais le phénomène OVNI fait fi du langage, puisqu'on sait que le langage est un obstacle à la bonne communication finalement, parce qu'il est réducteur par définition. Donc on est vraiment en face d'un phénomène, je dirais, réflectif, transcendant, qui communique de manière symbolique pour le changement, comme agent du changement. Les crop circles sont-ils d'après vous une manifestation de Gaïa? Que pensez-vous de celui de Chibolton, qui semble être une réponse au message d'Arecibo? Alors plutôt que de parler de crop cycles, je préfère parler de agroglyphes. Donc ce sont ces cercles dans le blé, qu'on trouve principalement dans le sud de l'Angleterre, mais qu'on trouve dans plus de 45 pays, particulièrement depuis les années 80 en Angleterre, mais le premier agroglyphe contemporain était observé en fait à Tully, dans le Queensland, en Australie, en 1966. Donc ce phénomène est, à mon avis, principalement le fait d'humains, donc d'origine humaine, même si certains crop cycles sont, à mon avis, attribuables à l'intelligence gaïenne. Je suis observé ces différents éléments qui me semblent très importants. C'est d'abord que ces agroglyphes sont dessinés dans le blé. Et on sait que le blé est par excellence symbole de la vie. C'est un premier élément qui est important. Deuxième élément, c'est que ces symboles ces dessins sont justement des symboles. Et ces symboles, quand ils sont déchiffrés par des gens qui ont une certaine sensibilité psychique, ou des individus qui sont doués de dons psy, de clairvoyance, quand ils les interprètent, ils arrivent tous un petit peu à la même conclusion, où les messages vont tous dans la même direction, c'est que ce sont des messages à connotation écologique qui nous mettent en garde contre notre comportement dommageable à l'environnement. Donc on trouve là deux éléments, c'est-à-dire un principe divin et un changement, et aussi très, très chargé en fertilité, donc autant dans la matière dans laquelle sont faits ces dessins, ces symboles, et aussi la nature même des symboles renvoie à nouveau à la fertilité, à la nécessité du changement. Ensuite, pour parler de Chibolton, alors il est, à mon avis, mais je n'ai aucun élément pour le prouver, d'origine humaine. Voilà, c'est mon opinion. Je veux dire qu'il est extrêmement bien réalisé. Et ça me fait dire que ce n'est pas parce qu'un agroglyphe est complexe dans sa réalisation qu'il est forcément d'origine exotique, extraterrestre, gaïenne ou extradimensionnelle. En fait, ce n'est pas sa complexité qui rend compte, je dirais, de son origine non humaine, mais c'est vraiment les propriétés au niveau cellulaire, tant au niveau de la rapidité de croissance des épis que des nœuds dans les épis qui, je dirais, peuvent donner une indication d'origine non humaine. Alors, à ce sujet, je renvoie les internautes aux recherches de Levon Good, qui est un biologiste, et bien sûr au site internet de Nancy Talbot, qui travaille d'ailleurs avec le docteur Levon Good, et eux justement ont fait des analyses scientifiques extrêmement bien faites qui montrent que les épis au sein des agroglyphes ont des propriétés cellulaires, ont subi des modifications au niveau de, par exemple, des micro-ondes,
cellulaire qui montre qu'effectivement il y a eu changement entre ces épis et les épis qui se trouvent hors de l'agroglyphe, qui sont les épis donc dits contrôle. Comment s'intègrent dans l'hypothèse Gaïa les éléments permettant de prouver des contacts anciens entre l'humanité et peuples de l'espace? Je crois que tous les faits et éléments du monde ne s'intègrent pas forcément dans l'hypothèse Gaïa. Mon objectif, c'était de développer un modèle explicatif au phénomène ovni pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche et de réflexion. Donc, l'idée, c'était de sortir de l'inertie de recherche ufologique en développant des nouvelles idées pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Les connaissances et les acquis scientifiques ont énormément évolué depuis les années 50, quand on a commencé la recherche ufologique. On sait que la recherche ufologique a connu son heure de gloire dans les années 70, à l'époque de la conquête spatiale, et je dirais à l'époque où l'hypothèse extraterrestre semblait comme une évidence. Mais depuis, les sciences, en particulier les neurosciences et la physique, donc des sciences dures, la physique quantique, ont permis de montrer que l'univers et la réalité sont beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Et je pense qu'il est maintenant du devoir des ufologues de s'intéresser à ces recherches pour les faire appliquer ces hypothèses, ces modèles, ces découvertes à la nouvelle ufologie, à l'ufologie moderne, pour la faire progresser. Donc c'est d'une manière un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans mes recherches avec mon modèle gaïen, puisque j'ai utilisé entre autres les recherches de James Lovelock, développées à la fin des années 70, pour explorer ces nouvelles pistes ufologiques. Voilà. Donc l'idée, c'était de vraiment ne pas rester figé dans les années 50, 70, avec des soucoupes volantes dans tous les boulons et avec des extraterrestres en scaphandre, avec des tenues moulantes, pour arriver, à développer des idées qui puissent faire avancer la recherche. Donc c'est une sorte de contribution personnelle à la recherche ufologique. Ça n'a pas d'autre prétention que cela. Mon hypothèse n'est pas scientifique, elle est sérieuse, très documentée, très bien recherchée. Elle est, aussi élégante, puisqu'elle prend en compte l'intégrité des épiphénomènes ovni. Elle est aussi élégante dans le sens où elle explique beaucoup de choses que l'hypothèse extraterrestre ne peut pas expliquer. Mais par contre, je ne peux pas la prouver scientifiquement, comme les défenseurs de l'hypothèse extraterrestre ne peuvent pas défendre leur hypothèse scientifiquement, puisque le phénomène ovni n'est pas reproductible en laboratoire. C'est le problème numéro 1 de l'ufologie. Ensuite, en ce qui concerne l'origine du phénomène ovni, j'ai développé cette hypothèse gaïenne. Je pense que la majorité du noyau dur des observations qui relèvent d'une réelle observation d'ovni sont d'origine gaïenne, mais je reste ouvert à d'autres hypothèses. L'hypothèse de visiteurs extraterrestres, je peux tout à fait y souscrire et je n'ai pas de raison, je dirais, rationnelle et objective de m'y opposer. Je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que certaines observations et événements ufologiques relèvent de visiteurs extraterrestres. Donc je prends à témoin les observations qui ont eu lieu à Colares au Brésil dans les années 60, en 77. Observation que je connais bien, puisque j'ai repris certaines enquêtes